Aujourd'hui, on est sur le cas pratique de cette masterclass où on va reprendre l'intégralité du script qui vous a été présenté dans les 2 premières sessions et on va essayer de le détailler pour que vous puissiez vous le prendre en main, ce script, et ainsi personnaliser le suivi de votre cache. Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui arrivent tout juste sur cette session, on s'appelle Cachestory, on fait depuis 4 ans des automatisations dans le domaine de la finance et aujourd'hui, on veut partager ce qu'on a appris au plus grand nombre en leur expliquant comment développer des scripts dans le langage Python, intégrés avec tous vos outils en entrée ou en sortie dans un outil qu'on appelle le Notebook. Donc, Notebook, c'est une technologie qui a été développée pour faire de la data science. Nous, on va faciliter l'usage de ces notebooks avec des scripts, des templates, et on va vous expliquer comment les utiliser pour que vous puissiez accéder à ces nouvelles techniques et cette nouvelle technologie. Parce que pour nous, qui ne sommes pas des développeurs ni des data scientists de formation, ça a débloqué énormément de choses dans notre carrière professionnelle. La tagline de cette session, c'est le cache-WAM et la data settler. C'est le fil rouge de notre présentation et on va expliquer du coup dans ce cas pratique de relevé de compte augmenté qui est généré par un script, comment et pourquoi la data, c'est essentiel dans le suivi du cache. Si on ne comprend pas comment structurer et organiser sa data, on va avoir du mal à suivre son cache de manière hyper efficace. Aujourd'hui, on a 3 questions un peu majeures. Quelles sont les données les plus importantes pour suivre votre cache? Comment se lancer dans l'automatisation de son cache sans être pour autant un geek, hein? On en a parlé. L'idée, c'est que n'importe qui puisse prendre en main le script, même si vous ne comprenez pas l'intégralité de sa construction, au moins vous comprenez sa logique et la manière dont il est fait et les choses que vous pouvez changer ou actionner pour pouvoir l'utiliser à votre propre besoin. Donc c'est le 3e point, comment construire simplement son automatisation grâce à des templates existants. On va voir comment on installe sur NAS ce template. C'est un simple téléchargement glisser-déposer. Et on va voir aussi comment on customise le script et le Excel pour ses propres besoins. C'est quoi un relevé compte augmenté? On l'avait défini ensemble, c'était récupérer sa donnée sans la saisir manuellement, suivre sa position de trésorerie dans le temps et classifier ses flux avec ses propres règles. On va se focaliser sur la classification des flux aujourd'hui en particulier. Petit takeaway aussi de ce qu'on a vu de la session numéro 2. Donc pour pouvoir récupérer des informations quand on utilise une API bancaire, on doit récupérer son user ID, donc son identifiant unique d'utilisateur, plus sa clé API. Donc c'est comme une clé pour rentrer dans une maison, sauf que c'est une clé unique par personne. Il y a donc pour assurer le niveau de sécurité nécessaire. On a un IBAN qui est la clé unique aussi de la récupération de vos flux. Réfléchissez pas en termes de banque, d'agence bancaire, etc. L'IBAN, c'est la clé unique qu'il faut absolument avoir quand on fait de la manipulation de données sur des comptes bancaires. Et ensuite, on a en 3e point les transactions qui sont l'intégralité des flux que vous allez faire passer sur votre compte bancaire. Petit point à encore rappeler, les positions, donc l'évolution de votre solde de trésorerie dans le temps doivent être systématiquement recalculées quand on interroge une API bancaire puisqu'elle ne stocke pas les positions. C'est comme ça qu'on voit que les flux bancaires sont faits. Donc à chaque fois qu'on fait un rapport, on doit repartir et recalculer les positions. En accéléré, vous avez eu cette semaine peut-être vu cette vidéo que Florent nous a fait pour pouvoir montrer comment utiliser le script en moins de 5 minutes. Donc comment l'installer sur NAS, comment utiliser le script Python, comment configurer dans Excel le lien qui va permettre de lier le script avec le fichier Excel et comment se l'envoyer par email. Donc on va reprendre ces étapes-là. On va le faire pas en accéléré, pas en moins de 5 minutes. On va prendre le temps de le faire aujourd'hui avec vous pour que vous puissiez bien comprendre toutes les structures du script. Étape par étape, c'est parti mon kiki, on y va. Florent, je te laisse la main. C'est parti pour le cas pratique. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, donc, je vais vous inviter à créer un compte. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc, je clique sur le lien qui a été envoyé dans le mail. Ici, je vais cliquer sur Start. Et je vais rentrer mes informations. Pour pouvoir me connecter sur mon NAS. Donc, quand vous vous connectez à NAS, vous allez avoir cette page qui arrive, qui peut arriver de temps en temps, c'est votre serveur démarre. Donc, il y a le temps qui s'allume. Et ensuite, une fois qu'il est allumé, vous allez arriver sur cet écran
J'ai mon NAS et je me suis connecté. Donc, normalement, vous pouvez aussi suivre pas à pas ce que j'ai fait. Je vais retourner dans le mail de Valentin et je vais télécharger le script ici que je vais venir déposer dans un dossier sur mon ordinateur en local ici. Et je vais ici télécharger le fichier Excel que je vais venir aussi déposer ici dans mon dossier. Donc jusqu'à là, normalement, vous avez pu me suivre et on est au même niveau tous ensemble. Donc une fois que j'ai terminé cette étape, je vais repasser sur mon écran NAS et ce que je vais faire, c'est que je vais venir glisser mon script ici dans mon dossier. Et je vais venir l'ouvrir. La première cellule que je viens exécuter, c'est que je vais venir importer les librairies. Donc la librairie, c'est les librairies qu'on va utiliser, c'est comme des bibliothèques. Je vais avoir besoin de certaines formules qui sont dans mes livres, donc il va falloir que je vienne lire ces formules pour pouvoir les utiliser derrière. Donc là, c'est la même chose. On va utiliser donc plusieurs bibliothèques qui sont disponibles dans Python. Et donc, pour pouvoir les utiliser dans notre notebook, on va devoir donc lire ces bibliothèques et les intégrer pour qu'on puisse derrière utiliser nos formules. Donc, une fois que c'est fait, donc j'exécute en cliquant sur la petite flèche là-haut. Je vais pouvoir utiliser toutes les formules qui sont à l'intérieur. Deuxième étape, je vais venir me connecter à Conto. Donc, pour tous ceux qui ont un compte Conto, vous avez la possibilité, donc comme on l'avait montré dans la dernière masterclass, de pouvoir venir vous connecter et vous connecter à votre compte en récupérant vos informations User ID et API Key. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter ma fonction qui va me permettre de récupérer tous mes flows pour vous montrer. Et derrière, ce que je fais, c'est que j'affiche. Donc là, j'ai créé un tableau et je vais afficher ce tableau ici en dessous pour être sûr de bien avoir les informations. Donc, même chose, quand j'exécute ma cellule, je vais avoir execution started. Quand c'est terminé, je vais avoir les informations d'exécution. On va passer maintenant à l'étape suivante, donc qui va être l'étape de suivre sa position de trésorerie dans le temps. Donc cette étape, c'est l'étape qui va nous permettre de récupérer notre relevé, enfin notre base de données au format Conto que nous on a mis, qu'on a reformaté pour pouvoir l'utiliser. Donc comme le disait Jérémy dans la dernière slide, ça correspond au mapping des champs de Conto, de l'API de Conto vers un mapping des champs définis. Évidemment, pour toutes les personnes qui ne sont pas chez Conto, il y aura une possibilité de faire ce même mapping. On va pouvoir récupérer un champ label, par exemple, d'une autre banque qui va peut-être s'appeler label, qui va peut-être s'appeler label description, mais on pourra venir faire ce mapping-là en renommant les colonnes pour pouvoir réutiliser le script. Donc pour ça, on va venir se connecter ici pour récupérer le compte détaillé. Et les étapes qu'on va faire ici, c'est des étapes de cleaning. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre en majuscule tous les champs, ici, label, type d'opération et référence, puisque ces champs-là, ça va être des champs qui vont me permettre de catégoriser mon information. Et comme je veux, par exemple, pouvoir donc, catégoriser, si j'ai des achats Amazon, je vais avoir parfois Amazon avec un A majuscule et des petites lettres, ou Amazon tout en majuscule. Et ben, en mettant tout en majuscule, donc avec la fonction upper, ça va me permettre de pouvoir avoir une catégorisation qui est plus simple et de ne pas avoir à gérer la casse des lettres dans ma catégorisation. On va avoir des prénoms comme ça qui ont été mis avec des majuscules, minuscules, et là on va tout transformer. Vous pouvez le voir ici, ça va être transformé, donc tout est propre et on va pouvoir utiliser cette base de données qui va nous permettre d'avoir donc le détail et la catégorisation. Donc la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer la donnée agrégée. Donc pour ça, on va faire la même chose ici. Alors pourquoi on récupère cette donnée agrégée? Parce que cette donnée agrégée, elle va nous permettre d'avoir les positions. On va pas pouvoir, on va vouloir avoir juste les dates avec la position en face pour pouvoir visualiser notre courbe. Donc on passe maintenant, une fois qu'on a créé, donc on a récupéré nos deux bases de données, donc on va passer à l'étape suivante de classification. Je la détaille pas trop parce que je veux d'abord qu'on l'exécute et qu'on arrive jusqu'au lien CSV pour qu'on puisse mettre à jour notre Excel. Donc, j'exécute cette première étape. Je vais aussi avancer un petit peu vite si ça ne vous dérange pas.
Ça vous dérange pas? Jérémy, ça va? Je peux avancer? Mais vas-y. Je vais voir, je vais te dire si je vais arriver à suivre. Très bien. Très bien, très bien. Et je voulais arriver au moins jusqu'à cette étape-là, puisqu'après, on va revenir dessus. On va générer donc notre fichier CSV et on va récupérer un asset. Donc, c'est là, dans la vidéo, si vous l'avez vu, qu'il y a une petite étape technique à faire. Donc, pourquoi c'est important de la faire? C'est parce que pour l'instant, dans le fichier Excel qu'on vous a envoyé, il y a une URL qui correspond à mon URL et mon lien vers NAS. Mais vous avez tous un token qui est unique en fonction de votre compte. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous veniez modifier directement cette URL dans votre fichier Excel que vous avez téléchargé. Ça vous permettra d'avoir les impacts directement des modifications que vous allez faire. Donc, on va faire copie URL ici et on va venir ouvrir le fichier Excel que vous avez téléchargé. Donc, on arrive ici donc, sur notre fichier, on va dans notre base de données et ici, on va avoir un onglet qui s'appelle Requêtes dans lequel on va cliquer sur Modifier. On va arriver sur un éditeur Power Query juste ici. Donc là, on va cliquer sur Accueil, éditeur avancé. Et on va venir modifier le lien. Donc là, vous voyez, c'est le lien, c'était mon lien initial. Donc, comme j'ai déposé mon script dans un nouveau dossier, j'ai généré un nouveau lien, un nouveau token. À chaque fois que vous allez déplacer votre script, il va y avoir un nouveau lien parce que c'est un lien qui est unique. Donc là, je colle ce lien. J'appuie sur OK. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir fermer. Donc, notre lien a été bien modifié. Et dans votre dashboard, vous voyez 13h27 et 58 secondes. À chaque fois que vous allez lancer ce script, ça va permettre de mettre à jour automatiquement Excel. Donc là, on va faire un exemple sur un flux en particulier et on va regarder avec Florent comment ça s'impacte dans le fichier Excel. Donc, comment une action sur mon script va permettre de modifier mon fichier Excel. Ouais. Et pour ça, moi, ce que je propose, c'est d'aller dans le cash flow statement. Dans Get More Info, on avait fait un lien et là, on avait finalement tous les labels qui correspondent à nos catégories. Prenons celui-là et on va dire que c'est des charges. On va dire que c'est des charges. Très bien. Et donc là, on est dans la catégorisation. Donc ça, c'est vos règles métiers, en fait. C'est vos business rules. C'est tout ce qu'il y a dans la tête des gens qui travaillent dans vos entreprises et qui classifient les flux. Là, on met ça dans un script. On écrit les opérations d'affectation qui sont souvent, très très souvent encore aujourd'hui, faites à la main dans des entreprises parce que telle personne qui travaille à la trésorerie a l'habitude de catégoriser les flux d'une certaine manière et il a sa manière, mais il y a peut-être son collègue qui catégorise pas dans le même endroit. Donc, on se retrouve avec des flux de cash qui sont difficiles à analyser et c'est ça qu'on essaie de prévenir en mettant ça dans un script. En fait, la connaissance, elle est plus dans la tête d'une personne, elle est dans un script et elle nous permet d'affecter toujours les flux aux mêmes catégories. Et donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir venir créer une nouvelle colonne. Donc, pour créer une nouvelle colonne dans un tableau, on nomme le tableau, on met entre crochets le nom de la nouvelle colonne qu'on veut créer. Une fois qu'on a fait ça, on va venir lui appliquer une formule. Donc, on va lui dire, sur ce tableau, tu vas m'appliquer donc cette formule sur ligne par ligne. Donc là, je lui dis, en fait, c'est la même chose que de faire une boucle. Donc, pour ceux qui connaissent VBA, c'est une boucle for. Donc, on va dire, pour toutes les lignes, viens m'appliquer cette formule. Et on lui précise, axis égale 1, ça veut dire que tu vas m'appliquer la formule sur la nouvelle colonne. Et donc là, maintenant, on peut remonter sur ma formule. Et ta formule s'appelle Get Category dans ces cas-là. Exactement. Et pourquoi elle est juste avant ma formule Get Category et juste après, et pas juste après? Parce que évidemment, il faut qu'elle existe avant que j'exécute cette ligne. Si j'avais mis ma formule après, il y aurait eu un problème dans l'exécution parce qu'elle m'aurait dit que ça n'existe pas. On va revenir dans la formule. Donc la formule, elle va me dire, donc fais-moi une classification ligne par ligne. À la place de row, il y aura ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Et en fait, le robot va venir remplacer row par le numéro de la ligne et il va venir affecter les règles qu'on a juste en dessous. Exactement. Et donc là, je vais récupérer les informations de ma ligne entière. Et moi, ce que je vais vouloir créer et catégoriser et classifier dans cette ligne,
ces 3 types de choses, on l'a dit, le type d'opération, le label et la référence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des éléments qui s'appellent des variables qui vont me permettre derrière de faire ma classification. Donc, je vais dire dans ma première ligne et la colonne opération type, je vais créer la variable opération type. Je vais faire la même chose pour label et je vais faire la même chose pour référence. Et si on prend du coup opération type et qu'on reprend le fil, donc là, tu lui dis sur la ligne 1, dans la colonne opération type, affecte-moi la règle qui est juste en dessous, où il y a marqué revenu tag. C'est bien ça? Exactement. En fait, donc, le jeu de créer des variables, ça m'évite. Donc, on va dire une bonne pratique en Python pour éviter de répéter des informations qui sont trop longues. Et en fait, ces éléments-là vont nous permettre après de mettre en place notre système de règles. Et notre système de règles, ça va être un système donc de conditions. Si on remplit une condition, alors la boucle s'arrête. Alors la fonction s'arrête exactement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que sur ma première ligne, donc si je vais peut-être revenir un tout petit peu en haut pour vous montrer la première ligne qui est ici. Donc cette première ligne, c'est celle-ci. Et donc dans cette première ligne, je vais lui dire, je vais appliquer plusieurs règles et si la règle est affectée, alors je vais arrêter la boucle et je vais renvoyer la valeur que je veux dans ma catégorisation. Donc là, en l'occurrence, je sais que moi, j'ai catégorisé si le type d'opération est égal à income, alors c'est revenu. Alors tu crées dans la catégorie, dans la colonne catégorie, la valeur revenu. Exactement. Je vais revenir dessus. Voilà, revenues avec un. Donc ce niveau de détail et de précision dans l'affectation de vos règles, c'est la valeur ajoutée du scripting en Python aujourd'hui. On avait vu que SASU Edifice Conseil, il était rentré dans aucune de mes catégories ici. Donc, si je ne rentre dans aucune des catégories, pour descendre, je termine dans autres dépenses. Donc, j'arrive à ce niveau-là, je vais lui dire, si tu retrouves dans le label une de ces informations, alors c'est un coût direct. Sinon, tu passes au check suivant, et ainsi de suite. Donc maintenant que j'ai fait ma nouvelle catégorisation, ce que je vais voir, c'est est-ce que je peux avoir l'impact dans mon Excel. Donc l'étape 3.2, elle nous permet aussi d'avoir tout ce qui n'a pas été classifié. Donc c'est une autre manière que de passer dans Excel pour pouvoir voir ce que vous n'avez pas classifié. Donc je ne vais pas y revenir, mais vous avez aussi la possibilité de passer directement dans Python sans passer dans Excel. Une fois qu'on a fait ça, on est obligé de réexécuter donc notre étape ici qui va venir concaténer nos deux bases de données et appliquer donc une date d'extraction ici, comme vous pouvez le voir. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sauvegarder mon fichier CSV et créer, donc remettre à jour mon URL. Donc, on en a terminé pour notre classification. Maintenant, on va pouvoir voir les impacts en revenant directement dans ce fichier. Et en actualisant mon TCD, j'ai ma ligne SASU Edifice Conseil qui est venue s'ajouter dans mes coûts directs. Aujourd'hui, vous pouvez faire ce genre de manipulation dans d'autres outils. Ça, c'est clair. Il y a des outils qui sont faits qui permettent de graphiquement faire des étapes de transformation de données. Ils s'appellent Alteryx, ils s'appellent KNIM, il y en a plein en fait. Il y en a plein d'outils qui permettent de faire des transformations de données. Nous, ce qu'on a vécu, c'est une frustration par rapport à ces outils-là qui ne nous permettaient pas de vraiment aller à un niveau de précision et de règles, de création de règles qui soit suffisamment fin pour les besoins de nos clients. Du coup, on a pris le parti de se dire, en prenant du recul sur ces outils qui sont limités par l'interface graphique, on sera toujours limité par le nombre de boutons qui a été designé par l'éditeur de logiciel. Nous, on préfère passer sur des techniques pure data science et rendre cette data science plus abordable plutôt que d'aller dans des outils qui sont entre les deux, qui s'appellent du no-code, qui sont mis dans la catégorie no-code. On n'a pas besoin d'écrire du code. Nous, on fait du low-code parce qu'on pense que on doit toujours pouvoir accéder à toutes les possibilités de Python. Je ne vais pas vous faire un spoiler, mais quand on commence à faire de l'intelligence artificielle et du machine learning, ce qui est possible avec ce genre de script n'est pas forcément possible avec des outils comme KNIM ou autres, qui vont être limités encore une fois par
ce que le designer, ce que l'éditeur a designé pour que l'utilisateur puisse venir utiliser son produit. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On est dans du script pur et dur. Et c'est aussi beaucoup plus apprécié par les équipes qui vont auditer les scripts qui pourraient tourner dans vos entreprises. C'est hyper important d'en parler parce que l'auditabilité des transformations de données, ça va être clé dans les prochaines années. On aura beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle qui vont débarquer dans nos métiers. Il y a une tendance aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu plus en détail avec le pape de ce sujet en intelligence artificielle, ça s'appelle l'explainable artificial intelligence. Si on n'est pas capable d'expliquer d'où vient la transformation de la donnée, si on n'est pas capable d'avoir un script simple qui nous permet de comprendre étape par étape d'où vient cette donnée, on aura un modèle à la fin qui ne pourra pas être validé par un cabinet d'audit ou n'importe quelle personne qui souhaiterait regarder comment, par exemple, on affecte des oui ou des non sur des affectations de prêt. Voilà, c'est hyper important d'en parler. Merci Sébastien d'avoir posé la question. Auditabilité et capacité à pouvoir utiliser tout un tas d'outils. C'est pour ça qu'on a, nous, décidé d'orienter nos techniques vers du script en Python. Et ça marche plutôt pas mal pour vraiment aussi amender dans ce sens-là, parce qu'il y a cette notion d'auditabilité. Voilà. Une fois que j'ai fait donc, mon script et que j'ai généré mon CSV, je vais pouvoir m'envoyer un email en automatique. Donc pour ça, je vais continuer à m'exécuter les cellules. Donc je vais d'abord exécuter cette cellule qui va me permettre d'avoir le graphique de mon compte bancaire. Une fois que j'aurai le graphique de mon compte bancaire, ce que je vais faire, c'est que je vais générer l'image et l'ajouter donc, dans mon email. Ça me permettra d'avoir une vision un peu plus claire de ma position de trésorerie et de comment elle a évolué dans le temps. Donc, je vais générer l'image et je vais le générer en asset de la même manière que vous avez pu recevoir les liens vers les templates. Donc, on génère des assets qui vont nous générer des URL qui vont pouvoir être visibles dans nos emails. C'est des liens de partage. C'est des liens de partage qui sont uniques. Une fois qu'on a fait ça, je vais ensuite, donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait un filtre sur les valeurs qui correspondent à aujourd'hui. Donc, j'ai d'abord initialisé aujourd'hui. Ensuite, je lui ai dit, récupère-moi la date, fais-moi un filtre sur la date égale à aujourd'hui et récupère-moi toutes ces informations-là. Une fois que j'ai ces informations-là, j'ai rajouté une information donc, ici qui est commentée par transformer le texte en type string pour qu'il puisse être envoyé dans l'email. Donc, on n'a pas de flux aujourd'hui, c'est pas grave. Étape suivante, création du lien vers le fichier Excel. Donc, étape importante parce que vous voulez aussi pouvoir accéder à votre fichier Excel. Donc là, le fichier Excel, ce qu'on va faire, c'est que vous l'avez pour l'instant en local et vous avez fait des modifications dessus. Donc, moi, je le rouvre de nouveau. Je vais le sauvegarder et je vais venir le déposer dans mon NAS. Donc, pourquoi je le dépose? Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir après l'avoir en lien dynamique, mais il faut bien faire cette étape-là qui va nous permettre de l'avoir ici dans le NAS et de pouvoir toujours y avoir accès quand on a notre email tous les jours. On arrive au contenu de l'email. Donc, dans le contenu de l'email, je vais avoir un titre que vous pouvez modifier ici. Je vais avoir un texte, donc c'est de l'HTML, avec une variable ici qui me donne la date d'aujourd'hui, donc le now qu'on a calculé plus haut. Je vais avoir le total du cash qu'on a calculé aussi plus haut. Je vais avoir ici un lien vers l'image. Donc là, c'est un lien. Normalement, c'est mon lien que vous avez actuellement, donc il va falloir le modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur copie URL et je vais venir le modifier ici. Faites bien attention à le modifier avant de vous envoyer le mail. Et donc là, on va utiliser notre système de notification. On va dire, donc envoie-moi l'email avec le sujet qui correspond à l'objet du mail et le contenu qu'on a fait juste avant. Alors maintenant qu'on a fait cette étape-là, on va pouvoir s'envoyer l'email en automatique. Donc on clique sur la petite flèche pour Run et comme on voit ici, le message s'affiche correctement. L'email a été envoyé sur ma boîte mail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vérifier dans ma boîte mail
comme ceci. Il va arriver à l'écran. Donc, j'ai bien reçu mon email à l'instant, mon cash brief quotidien avec toutes les informations que j'avais fait avant. Je vais pouvoir cliquer sur le fichier Excel si je veux le télécharger directement comme ceci. La dernière étape, elle va bien sûr consister à s'automatiser notre flux en s'envoyant donc cet email tous les jours à 8h du matin. Donc là, comme vous pouvez le voir ici. Et une fois qu'on a fait ça, on a terminé. Donc on va pouvoir recevoir cet email tous les jours avec les informations de notre compte bancaire. C'est donc le cash brief quotidien. Si vous n'avez pas déjà souscrit à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à y souscrire, comme ça vous serez notifié des nouvelles vidéos qu'on va faire. Merci à tous pour votre participation. Je vous dis à demain pour la session de Q&A, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail sur vos sujets. Donc si vous avez des questions aussi et que vous voulez nous les envoyer à l'avance, n'hésitez pas. On vous dit à demain, portez-vous bien et passez un très bon après-midi à tous.